On va donc s'intéresser à présent aux solutions qui existent pour aider les enfants atteints de troubles 10, plus particulièrement de dyslexie. Pour en parler, deux invités sur notre plateau. D'abord, le professeur David Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Également avec nous, François Ventron, je l'ai bien dit, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la start-up Mila. En quelques mots, votre start-up, elle fait quoi? Chez Mila, on est passionné par les liens entre musique et développement cognitif chez l'enfant. Donc on fait trois choses. Du développement de jeux, qui sont des dispositifs médicaux qui ont une visée à être utilisés sur le terrain. De la recherche clinique en amont et aussi et surtout de la vulgarisation scientifique, qui est un combat absolument primordial dans le domaine. Alors on va en parler plus en détail après, mais on va peut-être redéfinir un peu les choses pour commencer, professeur. Quand on parle des troubles 10 au sens large, de quoi s'agit-il ? Alors en fait, dans les troubles 10, on parle de deux choses qui sont dans le spectre de ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. On a d'abord les troubles 10 qui touchent le langage oral et la motricité, donc dysphasie, dyspraxie. Et puis on a les troubles 10 qui concernent les apprentissages. Et la dyslexie, finalement, fait partie de ce deuxième groupe. Ce sont les troubles 10 qui concernent les apprentissages. Vous avez les apprentissages de la lecture, les apprentissages de l'écriture, les apprentissages des mathématiques, et ça vous donne dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, etc. Vous dites trouble, ça veut dire que ce n'est pas une maladie? On ne parle pas de maladie? Alors vous savez, le terme trouble, il vient de l'anglais disorder, c'est les classifications qui sont comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on a un trouble du langage oral, c'est une maladie au sens classique du terme parce que c'est vraiment une entrave au développement de l'enfant et que le langage se développe à partir du moment où un bébé est exposé à une langue. Alors que pour les apprentissages à l'école, c'est finalement un apprentissage qui est culturel, qui dépend du niveau de scolarisation. Et d'ailleurs, dans les pays où vous n'avez pas d'école, vous avez beaucoup plus d'illettrés. Et on ne compte pas les dyslexiques. Donc les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça concerne beaucoup d'enfants, et si oui, plutôt des garçons ou des filles? Alors de manière générale, les troubles du neurodéveloppement, c'est plus de garçons. J'allais le dire, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et pour les dyslexies également, il y a plus de garçons, mais ça n'empêche pas que bien entendu des filles aient aussi des difficultés. Et finalement, si on devait définir la dyslexie, c'est donc des difficultés d'apprentissage de la lecture dans des conditions satisfaisantes d'apprentissage de la lecture, donc ça veut dire une scolarisation et une pédagogie adaptée. Et un certain nombre d'enfants, pour des raisons diverses et variées qu'on pourra évoquer, vont avoir des difficultés pour cet apprentissage. J'allais vous dire, un enfant dyslexique, donc en particulier, puisque c'est ce dont on parle ce matin, qu'est-ce qui fonctionne mal chez lui? Dans le cerveau, il y a un truc qui cloche? Qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Alors, ça va dépendre des enfants. Ce que l'on sait, c'est que normalement, un enfant qui apprend bien à lire et au rythme habituel va développer des aires cérébrales spécifiques de la lecture. Et pour tous les enfants, ça va être au même endroit, donc c'est assez fascinant, alors que c'était finalement pas prévu par le cerveau d'un point de vue de l'évolution, puisqu'on apprend ça à l'école. Par contre, chez les enfants qui vont développer une dyslexie, ils vont avoir des difficultés à cette spécialisation. Mais ces difficultés, elles peuvent s'originer finalement de diverses difficultés. Vous pouvez avoir des enfants dyslexiques ou avec des difficultés d'apprentissage de la lecture parce qu'ils vont avoir des difficultés attentionnelles. D'autres, ça va être parce qu'ils vont avoir des difficultés à traiter les sons ou les rythmes des sons. Et ça va nous faire le lien d'ailleurs avec le travail de François Ventron et de son équipe Mila. Vous allez avoir aussi des enfants qui vont avoir des difficultés au niveau neurovisuel parce qu'il y a un balayage dans la lecture et c'est important que les enfants soient bien équipés de ce point de vue-là. Et puis parfois, vous avez des enfants qui ont un peu toutes sortes de difficultés qui se L'origine mélangent. du mal n'est pas toujours au même endroit, quoi, en fait, hein, c'est ça. Alors, et son expression, en tout cas. Exactement, on peut dire les choses comme ça. Et c'est important de dépister le plus tôt possible ce trouble dyslexique Alors, de manière générale, les troubles du neurodéveloppement, on ne se trompe jamais quand on dit il vaut mieux les détecter tôt et les accompagner tôt. Après, ça ne veut pas dire qu'il suffit de les détecter tôt et qu'on sait toujours les accompagner à 100%, parce que vous avez aussi toute une gamme de gravité et de sévérité qui est plus ou moins importante, et beaucoup d'enfants sont aidés quand ils ont des dyslexies par, en particulier les rééducations orthophoniques, mais aussi par des pédagogies adaptées quand ce sont des cas un peu plus problématiques. Mais un certain nombre d'enfants vont garder des difficultés et par exemple garder des traces de dyslexie, même s'ils ont acquis la lecture, au niveau de la dysorthographie. Puisque le langage écrit, c'est à la fois la qualité de l'écriture, mais aussi l'orthographe qu'on utilise. Et si on ne s'occupait pas de ces gamins et qu'on passait à côté, qu'est-ce qu'on risque en fait? On risque d'en faire décrocher un certain nombre d'études qu'ils pourraient faire parce qu'ils sont intelligents. En tout cas, la grande majorité, rien à voir avec l'intelligence. La majorité des enfants, l'immense majorité des enfants dyslexiques n'a pas de problème d'intelligence associé. Donc ça, c'est quand même une problématique, je trouve, qui est tout à fait triste. La deuxième chose, c'est que tous les enfants veulent réussir à l'école.
Ça n'existe pas un enfant qui ne veut pas réussir. Même quand ils viennent en consultation en urgence et qu'ils sont dégoûtés de l'école pour plein de raisons. Ils ont envie d'y arriver. Ils ont envie d'y arriver. Et donc, quand on les empêche, ou quand ils ont un empêchement et qu'on ne les accompagne pas correctement, du coup, on les démoralise, on les rend finalement opposants parfois, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils veulent réussir et faire plaisir aux adultes, que ce soit leurs parents ou les enseignants. Comment on fait pour diagnostiquer une dyslexie ? J'imagine déjà qu'il faut que l'enfant en soit au stade de l'école où on apprend à lire et à écrire. Enfin, j'imagine. On ne peut pas dépister ça à la maternelle, par exemple. Alors, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Ouais. Ce qu'on dépiste à la maternelle, c'est les prérequis du langage oral pour le langage écrit, ou éventuellement les autres prérequis pour l'apprentissage de la lecture, comme je vous parlais des aspects neurovisuels. Et effectivement, la dyslexie à proprement parler, on commence à y voir clair en fin de CP, début de CE1. J'allais dire, c'est normal d'avoir des difficultés quand on a commencé à être exposé à un apprentissage réel et dans des bonnes conditions, c'est-à-dire l'école. Et est-ce qu'on sait à quoi sont dus ces troubles ? Est-ce que ça peut être génétique ? Si mon père est dyslexique, est-ce que moi j'ai des risques de l'être plus ? Alors, c'est un débat qui existe dans tous les troubles du neurodéveloppement, mais finalement, plus on est dans des troubles du neurodéveloppement qui ont un début tardif et qui sont liés aux apprentissages académiques, donc plutôt les dyslexies, dysorthographies, dyscalculie, etc., moins on a de causes génétiques. Il existe des familles de dyslexiques, avec quelques gènes qui ont été isolés, mais ça n'explique qu'une toute petit pourcentage. En fait, le lot de la majorité de ces difficultés, ce sont des difficultés qui sont associées à des difficultés attentionnelles, encore une fois, phonologiques, c'est-à-dire traitement du son, et d'autres troubles comorbides. Et finalement, on sait que les facteurs psychosociaux, la qualité de la pédagogie qui est proposée, et c'est pour ça qu'il y a des différences avec certains pays. Bien sûr. Vous voulez dire qu'il y a des prises en charge bien plus intéressantes avec des pédagogies un peu plus alternatives dans d'autres pays ? Alors là, je ne parle pas de prise en charge parce que ça, c'est vraiment dans l'insertion scolaire. Il y a des pédagogies, encore une fois, qui sont plus efficaces pour l'apprentissage de la lecture. Et puis aussi des pays qui ont pris des décisions. Par exemple, certains pays ont simplifié l'orthographe dans les années 70. La France et l'Angleterre, on n'a pas vraiment simplifié. Voilà, ils sont restés avec leurs accents circonflexes. Alors ça, c'est les académiciens qui décident ça, mais ça a quand même des impacts sur le plan d'apprentissage de l'écriture. Ceci dit, l'évolution, vous verrez, va faire le fi de tout ça, parce que maintenant, dans les SMS que font les jeunes, et c'est les jeunes qui auront l'orthographe de demain. Ils font des messages vocaux, ils font même plus de SMS, c'est vrai qu'ils sont au message vocal. Mais il y avait des simplifications qui sont rentrées finalement dans l'orthographe courante. C'est vrai. Alors vous restez avec nous, professeur, on vous retrouve dans quelques minutes et on va poursuivre ce coup de projecteur sur ce trouble, la dyslexie, mais on va surtout vous parler d'une innovation, un serious game, un jeu sérieux qui va peut-être permettre d'améliorer le quotidien des enfants dyslexiques. Ce dispositif médical créé par la start-up Mila est en cours d'évaluation à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. On va vous en expliquer les enjeux et le fonctionnement juste après sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission Feel Good tous les matins. Alors à présent, on vous propose un éclairage sur la dyslexie et les solutions pour les enfants concernés. On fait le point avec nos deux invités, le professeur David Cohen, pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière à Paris, ainsi que François Vontron, directeur général de la start-up Mila. Alors professeur Cohen, une fois que l'on sait que son enfant est dyslexique, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir qui ? Est-ce que c'est l'orthophoniste qui prend en charge ce trouble ? Alors, l'orthophoniste est au cœur de la prise en charge des problématiques de dyslexie, ça c'est certain. Et donc, elles font les bilans, elles font les évaluations et elles organisent en général les prises en charge des enfants. Et bien sûr, les aménagements scolaires, quand les formes sont un peu sévères, qui sont nécessaires à l'accompagnement, encore une fois, affectif de l'enfant dans le sein de la classe. C'est du cas par cas, en fait. Chaque enfant n'a pas forcément besoin de la même chose, quoi. C'est du cas par cas, mais enfin, quand même, en général, la rééducation orthophonique, elle est nécessaire dans les formes qui sont avérées. On est d'accord qu'on ne peut pas en guérir, même avec cette... L'orthophonie, elle va servir à quoi ? C'est pour s'adapter, on ne va pas ne plus être dyslexique grâce à la rééducation ? Alors, en fait, la définition de la guérison, c'est une vraie question. Mais il y a des enfants, parce qu'ils ont été pris en charge et qu'ils ont progressé suffisamment, qui finissent par rejoindre finalement les camarades de leur classe d'âge en termes de lecture. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle une guérison. Oui, c'est vrai. Après, ils peuvent parfois être un petit peu lents quand même à la lecture ou finalement avoir développé un investissement de la chose écrite qui n'est pas tout à fait équivalente aux autres. Parce que finalement, quand vous avez des difficultés,
les enfants vont plutôt vers les choses pour lesquelles ils ont des facilités. François Vontron, je rappelle que vous êtes fondateur de la start-up Mila, et c'est donc sur la base de ces résultats, concernant la musique et son intérêt dans la dyslexie, que vous avez développé une application, un jeu vidéo, un serious game, comme on dit en anglais, pour aider les jeunes patients dyslexiques. Est-ce que très concrètement, on peut nous expliquer comment fonctionne ce jeu ? En soi, c'est vraiment la réunion entre deux projets. D'un côté, toute la partie la partie scientifique qu'amène le professeur Cohen, justement sur l'impact de ces protocoles musicaux. Et de notre côté, on est venu avec une approche plutôt d'ingénieur à l'école polytechnique pour essayer de faire en sorte que ces protocoles aient plus d'impact. Donc on les met, comme vous l'avez dit, dans un jeu vidéo. On entend la musique, non, du jeu là, c'est ça, c'est la musique du jeu, d'accord. Mais c'est génial, mais un jeu vidéo de combien de temps ? Un jeu vidéo de 20-25 minutes. D'accord. L'idée, c'est vraiment que ce soit du temps d'écran qui soit concentré. Après ça, on bloque l'écran, donc l'enfant va aller faire autre chose, il va aller jouer dehors, il va aller jouer avec ses camarades. L'idée, vraiment, c'est qu'on prenne 20 à 25 minutes d'écran par jour pour faire en sorte qu'on utilise ces protocoles pour avoir une continuité thérapeutique chez l'enfant. On joue comment, concrètement ? Vous allez jouer... On joue à quoi ? Vous allez jouer sur donc, un ensemble de petits jeux. Vous allez avoir donc, toute une histoire, un peu inspirée des mangas, sur lequel vous allez vous parcourir du coup, de jour après jour, sur lequel vous allez jouer sur des jeux musicaux qui vous demandent de la réflexion, de l'attention, qui vous demandent de bouger aussi. La question de la multimodalité est très importante, pas avoir juste un enfant collé devant une tablette. Donc ça va être vraiment cet ensemble de petits jeux, comme si votre enfant jouait sur un jeu classique, entre guillemets, mais qui aura justement, on l'espère, des vertus qu'on évalue dans cette étude. Mais c'est une sorte finalement de rééducation en musique, on peut dire ça ou pas ? On peut dire ça, ou du moins c'est ce qu'on essaye de démontrer dans une étude qu'on est en train de mener avec la Pitié-Salpêtrière à travers toute la France. C'est une étude qui est complètement décentralisée, qui recrute des enfants un peu partout. Et donc on essaye de démontrer effectivement cet intérêt et l'intérêt de la musique de manière générale dans d'autres essais cliniques qui sont en cours et à venir. Professeur Cohen, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qui se passe dans cette étude, ce que vous cherchez à évaluer, quand est-ce que ça a commencé, enfin nous expliquer un peu le background de tout ça ? Ce qui est important de comprendre dans un serious game, comme on dit en anglais, ou un jeu sérieux, c'est qu'il y a une partie importante pour l'enfant qui est motivationnelle, et c'est pour ça que le jeu doit ressembler à un vrai jeu, parce que sinon l'enfant ne va pas avoir envie de jouer. Et en même temps, dedans, il faut qu'il ait un agenda éducatif, en l'occurrence les exercices musicaux qui font travailler tout ce qu'on vient de dire. Et je crois que dans Mila, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue dans la construction, ça a vraiment été abouti. Donc, on le teste par rapport à un jeu placebo. C'est quoi le jeu placebo, par curiosité ? Alors, il ressemble au jeu Mila, mais il n'a pas l'agenda éducatif à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est parce que l'idée, c'est de rester aussi en double aveugle. Et par ailleurs, ce qu'on a obtenu de la NSM, ce qui n'est pas toujours simple... L'agence du médicament. L'agence qui... Alors, pas que du médicament, mais aussi des soins non médicamenteux, des dispositifs. Ouais. Et donc, ce qu'on a obtenu, c'est la possibilité de faire ce travail avec des inclusions loin, parce que là, l'avantage d'un jeu sérieux, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des orthophonistes dans les endroits où il y a des orthophonistes, mais il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'orthophonistes. Où il faut attendre 2 ans pour avoir une place. Et si on a des alternatives de ce type-là, ça peut être tout à fait intéressant, éventuellement, même en attendant de trouver une orthophoniste. C'est un peu comme ça qu'on a pensé le projet, et c'est pour ça qu'on peut recruter des enfants qui ne passent pas forcément à la Salpêtrière, puisqu'on fait des téléconsultations dans le cadre de cet essai. Cette étude, donc, pour évaluer ce jeu, son efficacité ou pas sur ces enfants, elle a démarré, je crois, au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Oui, fin septembre. Quels sont les premiers retours des enfants ? Ils trouvent ça amusant ? Enfin, les retours sont plutôt satisfaisants, puisqu'on en est à 25 ou 26 inclusions, je dis ça de tête. 25 enfants déjà qui sont dans l'étude. Qui sont déjà inclus. Ouais. Donc, on ne sait pas à quel jeu ils ont participé, mais ils ont participé forcément aux 2, puisqu'il y a un tirage au sort. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a très peu d'enfants qui se sont arrêtés. Donc, ça veut dire que les jeux sont plaisants. Pas ennuyeux, en tout cas. Voilà, et qu'ils y participent, c'est la seule chose qu'on peut dire à ce stade. Elle va durer combien de temps, cette étude ? Combien il y aura d'enfants inclus au total ? En tous, entre 140 et 150. Ah oui, donc il y en a encore pour un moment. Et donc, si vous voyez que ça marche bien, l'idée, c'est qu'un jour, on puisse, nous, les parents, offrir ça, oui, en quelque sorte. C'est notre combat. On est dans une double démarche d'accessibilité, en termes de localisation, ce qu'expliquait le professeur Cohen, et d'accessibilité financière. On ne se bat absolument pas pour que ce soit un autre outil qui pèse sur le reste à charge en fait, des parents, des orthophonistes. Donc l'idée, c'est qu'on en fasse un outil qui puisse être financé aussi par la collectivité, par les complémentaires. Aujourd'hui, il y a des institutions comme la MAE qui luttent à nos côtés, qui nous financent. Plus tard, d'autres, petit à petit, qui rejoignent un peu ce combat, ce mouvement. Donc justement, au lancement, on espère effectivement qu'on sera le plus nombreux pour proposer cette solution au plus grand nombre. Il faut former les orthophonistes aussi, peut-être à ça, ou est-ce qu'elles pourront avoir, les orthophonistes, cet outil pour aider leurs patients ? Enfin, vous avez déjà eu des retours de ces professions-là ou pas ? Oui, alors en fait, le jeu, moi, il y a beaucoup d'orthophonistes dans mon équipe, forcément, et donc le jeu, il a été co-construit avec des orthophonistes, donc elles sont complètement intégrées dans l'historique, et étaient également intégrées dans la construction, parce qu'il faut les remercier, la Fédération des 10,
qui pendant le confinement nous a beaucoup aidé à faire des études pilotes à une échelle qu'on n'avait jamais pu imaginer possible, parce qu'il y avait les problèmes de confinement et que finalement, par leur réseau, énormément de familles ont téléchargé les versions prototypiques, je dirais, de Mila, et nous ont permis de beaucoup les améliorer. Et ce jeu vidéo, on l'a compris, hein, à partir de 7 ans, les 7-11 ans, mais si on est dyslexique et je sais pas, on a 20 ans, est-ce que c'est indiqué pour y jouer ? Aujourd'hui, non. Réglementairement parlant, c'est vraiment destiné à du 7 à 11 ans et petit à petit, on ira faire donc, ce qu'on appelle l'extension d'indication. Donc, aller chercher des populations plus âgées, mais aussi aller chercher dans d'autres troubles du neurodéveloppement. On peut penser notamment au bégaiement ou à d'autres troubles 10, qui sont des sujets, des aires thérapeutiques qui sont extrêmement intéressantes et sur lesquels petit à petit, on mènera d'autres études, d'autres essais cliniques pour démontrer l'intérêt de la musique dans cette prise en charge. Vous pensez que ça pourrait être utile pour d'autres 10, d'autres troubles 10, ce type d'approche, en tout cas digitale ? Alors, pour Mila, je pense que la question du langage oral aussi peut être accompagnée, puisqu'il y a des difficultés qui sont communes avec la dyslexie. C'est vrai que le jeu a été construit en pensant aussi aux aspects moteurs. Donc on peut imaginer que certains aspects de difficultés motrices pourraient être accompagnés. Je pense qu'on partage le même point de vue avec François. Après, quand on parle d'autres développements, ça peut être aussi des modifications mineures dans un jeu existant. Donc ça pourrait être par exemple Mila, mais qui permettrait finalement des modules d'extension pour d'autres problématiques. C'est aussi comme ça qu'il faut penser les choses, avec un côté, comme dans les vraies rééducations, j'ai envie de dire, avec un côté, pendant un an on travaille cette partie-là, parce que c'est cette partie-là qu'on pense prioritaire, puis après on va faire ce module-là, et puis après ceci. Parce que les enfants, ils ne peuvent pas passer leur temps en rééducation quand ils ont des difficultés diverses. Eh bien, bravo en tout cas à vous deux, à vous professeurs, mais à vous aussi avec votre start-up. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin, et merci de nous avoir éclairés sur cette innovation, ce Serious Game, un outil pour améliorer les capacités de lecture des enfants dyslexiques. Bonne continuation à vous deux.